Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Émission spéciale cette semaine entièrement consacrée aux midterms. L'Amérique a fait son choix, voter pour des élections de mi-mandat. Le raz-de-marée rouge redouté par les démocrates n'a finalement pas eu lieu. Le Congrès, à l'image du pays, va rester divisé. Et à la Chambre des représentants, on passe de basculer côté républicain et au Sénat où le match reste très serré. Quelle analyse, quelles conséquences après ces résultats? On va décrypter ces midterms pour vous cette semaine dans Cap Amérique. Les regards sont donc évidemment braqués en cette fin de semaine vers l'impressionnante coupole du Capitole que l'on connaît bien, Washington, qui verra bientôt s'installer les nouveaux élus du Congrès. Encore faut-il que les résultats soient officiellement publiés. Et cela pourrait prendre du temps, des jours, et même, on va en reparler dans les régions les plus disputées, des semaines. En attendant, on va quand même s'atteler à décrypter ce constat, celui que Joe Biden a sauvé les meubles, carrément évité la casse. Bonjour Gauthier Rabinski. Ces élections de mi-mandat sont historiquement remportées par le parti qui a perdu la Maison-Blanche, donc il n'y avait pas vraiment de sujet à ce niveau-là. En revanche, le tsunami rouge annoncé par les Républicains, redouté aussi par les sondages, eh bien, il n'a pas eu lieu. Oui, il y a probablement deux choses qui expliquent cela. La première, c'est que même des électeurs qui ne sont pas en phase avec les démocrates, ni avec Joe Biden, le président des États-Unis, se sont dit qu'il y avait le feu à la maison avec ce retour en force de Donald Trump à travers des candidats qui lui sont totalement inféodés et qui ont adopté sa manière de voir les choses, y compris les théories complotistes, etc. Donc vous voyez qu'un certain nombre d'électeurs se sont dit, bon, on n'aime pas les démocrates, mais au moins on sait à qui on a affaire. Le deuxième point, alors là, il est un peu l'inverse de ce que je viens de dire, c'est que Joe Biden, qu'on a toujours pris pour quelqu'un de faible et de sénile, sur certains dossiers a été extrêmement actif. Et on l'a vu notamment en ce qui concerne les infrastructures. Et là, de ce point de vue-là, il y a peut-être eu un basculement pour certains électeurs qui se sont dit, après tout, celui qu'on accuse de tous les maux, y compris, souvenez-vous, Donald Trump qui dit c'est Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe l'endormi, eh bien là, peut-être que Joe l'endormi n'était pas si endormi que ça et il a regagné à un moment ou un autre un certain nombre de faveurs de la part des électeurs. Alors, pas de vague rouge au Congrès et pourtant, dès le début de la soirée, le soir du dépouillement, on a entendu Donald Trump, justement, très vite se féliciter d'excellents résultats, de chiffres extraordinaires. Ce sont ses mots. Il a annoncé des dizaines de victoires face à quelques défaites avant de pointer du doigt très vite, déjà des soupçons de fraude. Et le rôle, il fallait s'y attendre, des médias et de leurs fake news. On l'écoute et on en reparle juste après. Quelle nuit! Il y a des courses acharnées, on regarde les résultats ici. J'aimerais accueillir les médias fake news qui sont au fond de la salle. Il y a beaucoup de monde au fond de la salle. Incroyable, ça fait un gros groupe. J'imagine qu'ils s'attendent à quelque chose de grand ce soir. Ils espéraient une perte des Républicains, mais ça ne va pas se passer comme ça. À l'entendre, la Gauthier, on avait presque l'impression que les Républicains avaient remporté haut la main les deux chambres. C'est absolument pas le cas. Trump, il nous fait du Trump dans le texte et dans la forme, forcément. Et il est en train de nous rejouer une stratégie qu'on connaît très bien. C'est celle de la contestation des résultats qui risque d'arriver. Eh bien oui, il fait la même erreur qu'en 2020, c'est-à-dire que dans un premier temps, il se dit finalement c'est bien parti, et puis on s'aperçoit que par la suite c'est moins le cas, et finalement tout ce qui vient par la suite pour lui est suspect. C'est pour ça qu'il part la fleur au fusil dans un premier temps pour dire bon c'est un raz-de-marée, ou en tout cas c'est très largement en notre faveur. Et puis finalement, c'est ce qu'on a vu, c'est pas la première fois qu'on le voit, il y a retournement de situation, retournement d'alliance aussi entre certains candidats et les électeurs. Alors, non seulement c'est effectivement le coup habituel, et puis l'accusation des médias. C'est-à-dire que là, pardonnez-moi le terme, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qui est l'instigateur même du terme fake news? Ce sont les amis de Trump. Qui est pour justement cette lecture alternative, qui est une lecture de faussaires, de falsificateurs de l'histoire, et qui permet justement de fédérer des gens qui n'ont aucune référence différente, aucune référence alternative en termes d'information. Vous savez très bien, je me rappelle de celui qui avait mis, lors de l'envahissement du Capitole, celui qui avait mis les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi. Quand on regarde ce que vit cet homme, qui est à fond pour les armes, toute sa famille porte les armes, y compris les enfants, ce type-là ne vit que par un seul journal du coin. Et ce journal est particulièrement anxiogène puisque tous les jours, il annonce quelque chose d'absolument terrible. La dernière fois, en date, je me souviens, c'était qu'un enfant aux États-Unis disparaissait toutes les minutes et on ne le retrouvait jamais.
Vous voyez jusqu'où ça va. Et bien sûr, ces gens-là, ça marche effectivement quand Trump dit les médias qui sont sérieux, c'est les fakes en général. Voilà. Voilà, Donald Trump tentait donc de réitérer une vieille stratégie, celle de 2020. Pendant toute la campagne, l'ancien président aura imprimé sa marque, omniprésent. Il reste dans le camp républicain, celui qui mène la danse. Explication. En 2022, les candidats républicains parlent encore de 2020. Tous, ou presque, s'alignent derrière Donald Trump et répètent inlassablement que la présidentielle de 2020 a été truquée au profit de Joe Biden, un déni de réalité inquiétant. Je pense que Trump a gagné en 2020. La plupart des républicains qui se présentaient aux élections de mi-mandat ont soit remis en question, soit carrément nié les résultats de 2020. 70% selon le New York Times, quelques 370 candidats. La preuve que Donald Trump a toujours une grande emprise sur son parti. Donald Trump conserve un certain pouvoir parce qu'il a une influence personnelle sur ses candidats, une sorte de charisme. Alors certes, un charisme perverti, mais il a du poids. Et Donald Trump ne semble pas vouloir abandonner son refrain sur la fraude électorale. Dès la publication des premiers résultats des midterms, il a publié plusieurs messages dénonçant des supposées anomalies de vote. Exemple avec ce message publié sur son réseau Truth Social et relayé sur Twitter. Il y dénonce le mauvais fonctionnement des machines en Arizona. Ça recommence, écrit l'ancien président, les gens ne se laisseront pas faire. Cette obsession de la fraude électorale sera-t-elle reprise par le grand vainqueur républicain de ces élections de mi-mandat ? Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a été réélu avec 20 points d'avance sur le candidat démocrate et semble maintenant viser l'investiture pour la présidentielle 2024. Nous avons accompli plus que quiconque aurait cru possible il y a 4 ans. Mais il nous reste encore tant à faire et je ne fais que commencer à me battre. Une déclaration qui pourrait contrarier un peu plus Donald Trump, qui a déjà commencé à attaquer son nouveau rival en promettant des révélations aux journalistes. Allez, on s'arrête quelques instants sur notre chiffre de la semaine. 46 millions d'électeurs ont voté par anticipation, un chiffre révélateur, voté soit par courrier, soit en personne, selon les données officielles. Il faudra évidemment voir le chiffre de la participation globale, mais il semblerait bien que les Américains se soient mobilisés massivement pour cette élection, et notamment dans le camp démocrate, les soutiens du parti présidentiel qui permettent à Joe Biden clairement de limiter la casse à l'heure où l'avenir de sa politique est en suspens. Rappelons peut-être quelques instants l'ampleur de la mission accomplie pendant ces 2 dernières années. Résumé de cette première partie de mandat tout de suite avec Johanna Citruc. The President-elect of the United States of America, Joe Biden. De son action pour le climat, au contrôle des armes à feu, en passant par la supervision de la plus grande campagne de vaccination de l'histoire des États-Unis. Pendant la première moitié de son mandat, Joe Biden a multiplié les mesures. Malgré les tentatives de blocage des républicains, il a réussi à faire avancer un bon nombre de ses promesses électorales, comme l'effacement d'une partie de la dette étudiante, la réduction du prix des médicaments, ou encore la nomination de la première femme noire à la Cour suprême. Mais surtout, l'adoption d'un projet de loi bipartite sur les infrastructures à 1200 milliards de dollars, le plus important de l'histoire du pays. Malgré tout, sa cote de popularité plafonne à environ 40% ces dernières semaines, à tel point que certains candidats démocrates ont préféré tenir Joe Biden à l'écart de ces élections de mi-mandat. Voulez-vous que le président Biden vienne dans l'Ohio pour vous soutenir dans cette fin de campagne ? Non, je ne lui demanderai pas de venir. D'après les sondages, malgré les efforts de Joe Biden, les électeurs sont surtout préoccupés par l'inflation qui dépasse les 6% sur un an. Et l'histoire joue contre lui. Dans le passé, quasiment tous les présidents ont perdu leur majorité au Congrès à mi-mandat. Mais il faut reconnaître que l'actuel locataire de la Maison-Blanche a également été pénalisé par ses faux pas sur la politique étrangère. À commencer par le retrait d'Afghanistan jugé chaotique. À cela s'ajoute également le statu quo avec l'Iran, les tensions avec la Chine au sujet de Taïwan, ou la crise diplomatique avec la France, après l'affaire du contrat des sous-marins. Et puis, il y a également l'âge de Joe Biden qui inquiète.
Il doit bientôt fêter ses 80 ans. Je pense que c'est quelque chose de légitime de se préoccuper de l'âge de quelqu'un, y compris le mien. Mais je crois que la meilleure chose à faire pour se rassurer, c'est de me regarder. Joe Biden n'a pas encore formellement pris de décision pour la prochaine présidentielle. Mais les sondages montrent que 3 électeurs démocrates sur 5 veulent qu'il se représente en 2024. Voilà, Tim Ryan, on l'a vu, refuser le soutien de Joe Biden. Et il a perdu dans l'Ohio, Gauthier. Quelle est l'influence aujourd'hui de Joe Biden sur le Parti démocrate? On parlait de l'influence de Donald Trump. Comment est-ce qu'il se projette dans 2024? Ça, on ne peut pas le savoir. Par contre, l'influence de Joe Biden sur le parti, vous m'auriez posé la question il y a un mois, je vous aurais dit, elle est faible. Or, il s'est passé un certain nombre de choses. C'est qu'en élevant le niveau d'inquiétude, comme il sait le faire, il a obtenu un résultat plutôt favorable du côté de l'aile gauche du parti. Et il n'y a pas si longtemps, l'aile gauche du parti, vous savez, qui est préoccupée par des questions identitaires, s'était prononcée sur la question du conflit en Ukraine en disant qu'il faudrait que les Américains et les Russes et les partis en présence négocient. Ce qui n'est pas totalement vrai, puisqu'on se doute que ça négocie. Mais en disant finalement, c'est aux États-Unis de négocier. Ce qui est paradoxal pour des gens de gauche, parce qu'ils réintroduisaient l'impérialisme américain. Soit, parenthèse fermée. Mais ce que Biden a réussi à faire comprendre à cette aile gauche, entre autres, c'est qu'il y avait là aussi le feu au lac, le feu à la maison. Et que si on se dispersait sur des thèmes certes intéressants, mais qui risquaient de faire carrément capoter le mandat de Joe Biden, qui justement a toujours dit qu'il voulait faire aussi du social, et il y a des sommes considérables qui sont prévues pour le social, eh bien ça c'était déjà quelque chose qui a joué en sa faveur. Je pense aussi, mais alors ça c'est à l'honneur de Biden, que si vous voulez, le fait qu'il ait continué à vouloir aider l'Ukraine, alors qu'il aurait pu très bien dire de manière démagogique, cet argent c'est pour les Américains. D'une certaine manière, il a tenu sur sa ligne, et je pense que ça aussi, certains lui en savent gré. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage en ce lendemain d'élection. Évidemment, on aura l'occasion d'y revenir ici dans Cap Amérique. C'est la fin de ce numéro spécial. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. À très vite.